Il y a un appel téléphonique passé dimanche soir qui en dit plus sur la direction réelle de ce conflit que n'importe quelle trajectoire de missile, n'importe quelle conférence de presse militaire ou n'importe quelle publication sur les réseaux sociaux d'un chef d'État. Cet appel n'a pas été passé vers Washington, ni vers Tel Aviv, ni vers Téhéran. Il a été passé par un chef d'État du Golfe à son homologue européen. Et ce que nous allons vous révéler va tout changer dans votre compréhension de cette guerre. Selon des responsables informés de cette conversation, le message transmis n'avait rien à voir avec la coordination militaire, le partage de renseignements ou le réapprovisionnement en missiles intercepteurs. Le message était simple, direct et désespéré: convaincre Trump d'arrêter. Vous avez sur lui un levier d'influence que nous n'avons plus. C'est avec ces mots qu'un dirigeant du Golfe a ouvert l'une des conversations diplomatiques les plus importantes de cette crise. Nos villes sont en feu. Nos missiles s'épuisent. Nos touristes sont partis. Nos aéroports sont fermés. Nos secteurs énergétiques sont à l'arrêt. Et chaque heure supplémentaire de ce conflit nous fait perdre une décennie entière de développement économique. Une décennie que nous ne pourrons jamais récupérer. Voilà le tableau que ce dirigeant du Golfe a dressé à son interlocuteur européen en quelques phrases. Publiquement, les États du Golfe ont publié une déclaration commune affirmant leur unité dans la défense de leurs citoyens, de leur souveraineté et de leur territoire, réaffirmant leur droit à l'autodéfense face aux attaques subies. La posture officielle est celle de la fermeté et de la solidarité. Mais derrière ce discours, une toute autre réalité se dessine, bien plus fragile et bien plus urgente. Car simultanément, plusieurs gouvernements du Golfe ont discrètement multiplié les démarches auprès d'intermédiaires européens et russes pour faire pression sur Washington et obtenir l'arrêt de l'opération militaire. Afficher l'unité en public. Supplier en privé l'Europe et la Russie d'intervenir. Cet écart entre la déclaration officielle de défi et le lobbying diplomatique frénétique en coulisses est la description la plus honnête de la position stratégique du Golfe en ce 4e jour de l'opération. Ces gouvernements ne peuvent pas rompre publiquement avec l'Amérique, car les bases militaires américaines sur leur sol représentent le seul rempart entre leur territoire et ce qui pourrait venir ensuite de la part de l'Iran. Mais ils ne peuvent pas non plus continuer à absorber indéfiniment des frappes de missiles iraniens, parce que leurs propres batteries de défense antiaérienne sont en train d'épuiser leur stock d'intercepteurs à une vitesse alarmante. Les populations locales paniquent, et ces économies, construites sur des décennies de projection d'une image de calme, de sécurité et de stabilité, sont détruites en temps réel sous nos yeux. Des années de construction de relations diplomatiques avec l'Iran pourraient être définitivement révolues. C'est l'évaluation publiée lundi matin par des analystes spécialisés dans la géopolitique de la région, et elle résume à elle seule l'ampleur du désastre stratégique en cours. Pendant les 5 dernières années, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn avaient investi des milliards de dollars et un capital diplomatique considérable pour construire des relations fonctionnelles avec Téhéran. Des liens commerciaux, des canaux diplomatiques, des voies de communication discrètes qui leur offraient un tampon précieux contre exactement le type de confrontation qui consume aujourd'hui leur ville. Tout cela est désormais détruit. Non pas parce que l'Iran a attaqué en premier, mais parce que l'Amérique a lancé ses frappes depuis le sol de ces pays, et que l'Iran les a traités en conséquence comme des co-belligérants à part entière. Ces relations diplomatiques patiemment construites sur 5 ans, ces lignes directes avec Téhéran, ces accords commerciaux silencieux, tout a disparu en quelques heures dans les premières frappes du week-end. Et maintenant, avec ces relations réduites à néant, avec leurs stocks d'intercepteurs qui s'amenuisent, avec leurs économies en train de se paralyser, les États du Golfe font le seul appel téléphonique encore disponible dans leur arsenal diplomatique. Ils appellent les Européens et les Russes. Ils demandent à quelqu'un, à n'importe qui, d'arrêter cette dynamique avant que la prochaine vague de frappe n'arrive. Si cette analyse vous semble importante, soutenez ce travail journalistique en vous abonnant et en laissant un commentaire. Du côté de Moscou, le ministère des Affaires étrangères russe a déclaré qu'il était particulièrement répréhensible que ces frappes soient menées une fois de plus sous couverture d'un processus de négociation renouvelé.
Le vice-président du Conseil de sécurité russe a quant à lui accusé les États-Unis d'avoir utilisé les pourparlers nucléaires avec l'Iran comme paravent pour préparer et exécuter des opérations militaires contre ce pays. Utiliser des négociations diplomatiques comme couverture pour des opérations militaires. C'est la caractérisation officielle du Kremlin, pas une accusation marginale ou le fruit d'une propagande, mais la position diplomatique formelle de la Russie sur ce qui s'est passé. Et lorsque les États du Golfe sollicitent discrètement Moscou pour qu'il intervienne diplomatiquement afin de stopper l'opération, ils reconnaissent implicitement que la lecture russe est plus proche de leur vision privée que du récit victorieux diffusé par Washington. Le pays dont les villes brûlent, dont la production de gaz a cessé, dont les aéroports sont fermés, n'a pas le luxe de gérer sa communication publique avec soin. Il lui reste uniquement l'appel téléphonique discret. Et ces appels discrets vont tous vers Moscou, Bruxelles et Paris, pas vers Washington. Ce détail, en apparence technique, est en réalité l'un des signaux les plus révélateurs de la dynamique géopolitique de cette crise. La question centrale que cette crise soulève est d'une clarté structurelle absolue. Et une fois qu'on l'a vue, on ne peut plus ne pas la voir. Si les bases militaires américaines n'avaient pas été présentes dans le Golfe, l'Amérique aurait-elle pu lancer cette opération ? Posez-vous vraiment cette question, parce que la réponse transforme complètement notre compréhension de l'architecture de cette guerre. Selon des responsables américains, des dizaines de frappes ont été menées par des avions basés dans plusieurs pays du Moyen-Orient et depuis un ou plusieurs porte-avions déployés dans la région. Pas depuis des porte-avions seuls, pas depuis le territoire américain, depuis des bases situées au Qatar, au Koweït, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Jordanie, des bases qui accueillant des dizaines de milliers de personnels américains. Ces bases stockent des systèmes d'armement américains. Elles fournissent les infrastructures de ravitaillement en carburant et de logistique sans lesquelles une campagne aérienne ciblant 1000 objectifs en 48 heures contre un pays situé à 1500 km est opérationnellement impossible. Les avions israéliens qui ont mené les frappes les plus décisives avaient besoin d'appareils américains de ravitaillement en vol au-dessus de l'Irak. Ces avions citernes décollaient depuis des bases du Golfe. Sans ces bases, les avions israéliens effectuent une mission sans retour ou ils ne décollent tout simplement pas. Sans ces bases, le dispositif de frappe américain n'atteint que la moitié de ses objectifs prévus, voire aucun. Sans ces bases, cette opération militaire n'existe pas sous la forme qu'elle a prise samedi matin. L'Iran comprend cela parfaitement, ce qui explique précisément pourquoi l'Iran ne cible pas uniquement les installations militaires américaines. L'Iran cible l'infrastructure économique de chaque pays dont le sol a été utilisé pour les frappes. L'objectif est de rendre le coût de l'accueil de bases militaires américaines si catastrophiquement visible, si personnellement ressenti par chaque propriétaire d'hôtel, chaque passager aérien, chaque travailleur de raffinerie et chaque acteur du commerce énergétique dans le Golfe, que le prochain président américain qui demandera des droits de stationnement reçoive une réponse différente. Les frappes iraniennes ont ciblé Israël et plusieurs États du Golfe, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, l'Arabie saoudite, le Koweït et la Jordanie. Tous ces pays ont des bases aériennes contenant des équipements américains. Chaque pays sur cette liste. Il ne s'agit pas de ciblage aléatoire, pas de frappe opportuniste, il s'agit d'une campagne systématique contre chaque territoire depuis lequel la puissance de projection américaine dans le Golfe opère. Et la logique économique de cette campagne est d'une précision dévastatrice. Il n'est pas nécessaire de vaincre l'Amérique militairement pour modifier son comportement stratégique. Il suffit de rendre le coût de la présence militaire américaine si élevé, si immédiat, si visible pour les populations et les gouvernements des pays hôtes que ces gouvernements commencent à calculer si la protection qu'offre l'Amérique vaut réellement la destruction qu'elle entraîne. C'est le calcul que l'Iran a imposé ce week-end. La structure de coûts asymétrique est désormais visible sur tous les marchés financiers de la planète. L'Iran tire un drone qui coûte quelques dizaines de milliers de dollars. Le Koweït
tire un missile intercepteur Patriot qui coûte entre 2 et 3 millions de dollars. Répétez ce calcul sur 1000 drones et missiles iraniens en 4 jours. Ajoutez le coût de 3 avions militaires américains détruits. Ajoutez l'arrêt de la production pétrolière de Ras Tanura. Ajoutez la suspension de la production de gaz naturel liquéfié du Qatar. Ajoutez le coût de plus d'un quart des vols annulés, des aéroports fermés, des hôtels évacués et des valeurs immobilières en chute libre. Ce ratio d'échange asymétrique, l'Iran dépensant 1 dollar pour forcer ses adversaires à en dépenser 40 ou 50, n'est pas une simple observation tactique. C'est l'architecture stratégique d'une guerre que l'Iran a conçue pour être financièrement insoutenable pour le système d'alliance américain, même si elle est militairement gagnable sur le papier. Les marchés de l'énergie se préparent à d'éventuelles perturbations dans les approvisionnements en provenance du Moyen-Orient. Les primes d'assurance maritime pour risque de guerre dans le Golfe sont estimées entre 25 et 50% plus élevées qu'avant le début de la crise. Une attaque directe contre le transport maritime commercial pourrait avoir des répercussions majeures sur l'ensemble des taux d'assurance de guerre applicables à la région. Des primes d'assurance 25 à 50% plus élevées appliquées à chaque cargaison transitant par chaque port du Golfe, appliquées à chaque pétrolier tentant de passer par un détroit qui est conditionnellement ouvert selon le bon vouloir de l'Iran, appliquées à chaque cargaison de gaz naturel liquéfié qui aurait été expédiée depuis les installations qataries si celles-ci n'étaient pas à l'arrêt. Le marché de l'assurance vient de réévaluer en un seul week-end l'ensemble de la proposition commerciale du Golfe. Pas pour la durée de la guerre, pour toute la durée de l'incertitude du marché de l'assurance, quant à savoir si la guerre va se terminer et si les infrastructures pourront être reconstruites. Cette incertitude est désormais tarifée comme une prime sur chaque bien transitant par le Golfe jusqu'à nouvel ordre. Et cette réalité financière est en train de transformer les calculs économiques de dizaines de pays qui dépendaient de la stabilité de cette région. Il y a un renversement stratégique qui se produit en temps réel ce lundi matin, un renversement qu'aucun planificateur stratégique américain n'avait modélisé dans aucun scénario, aucun exercice de simulation de guerre, ni aucune évaluation des services de renseignement produite dans les 18 mois précédant cette opération. Un renversement si net et si complet qu'il ressemble davantage au résultat d'un plan délibéré qu'à l'accident d'une improvisation. L'Europe se tourne vers la Russie pour son approvisionnement en gaz, pas de manière abstraite, pas comme scénario théorique, mais dans le sens concret et opérationnel d'achat d'urgence. Des ministres européens de l'énergie ouvrent ce matin des conversations discrètes avec Gazprom parce que l'arrêt de la production de gaz naturel liquéfié du Qatar, combiné à la fermeture conditionnelle du détroit d'Ormuz, a laissé les réserves européennes en dessous de 30% de leur capacité, sans fournisseur alternatif capable de combler l'écart à grande échelle. Le seul pays disposant d'une infrastructure de pipeline connectée directement au marché européen à un volume suffisant pour remplacer le gaz naturel liquéfié qatari, c'est la Russie. Et la Russie vend. La Russie avait été catégorique dans sa condamnation des frappes américaines et israéliennes, les qualifiant d'actes délibérés, prémédités et non provoqués d'agression armée, accusant l'Amérique de pousser la région vers une catastrophe humanitaire, économique et potentiellement même radiologique. Humanitaire, économique et potentiellement même radiologique. Ce sont les mots qu'a publiés le ministre des Affaires étrangères russe samedi. Et lundi matin, la catastrophe économique est confirmée. Le gaz européen en hausse de 50%, les infrastructures qataries à l'arrêt. La production pétrolière saoudienne suspendue, les opérations portuaires en Arabie Saoudite interrompues. La dimension radiologique reste un avertissement. La dimension humanitaire, elle, est visible dans les bilans de victimes qui s'accumulent heure après heure. Chaque gouvernement européen, qui a passé 3 ans à construire des relations d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié avec le Qatar, précisément pour éviter la dépendance au gaz russe, fait maintenant face au même choix qu'en 2022. Acheter du gaz russe ou dire à sa population de se préparer à souffrir du froid. En 2022, l'Europe avait choisi les principes avant le confort et avait accepté la douleur économique qui en découlait.
En 2026, le calcul politique est très différent. Parce que cette fois, la crise n'a pas été causée par la Russie. Elle a été causée par une opération militaire américaine dont les propres dirigeants européens ont publiquement pris leur distance. La Grande-Bretagne affirmant ne pas croire au changement de régime imposé du ciel. La France appelant à la retenue maximale. L'Allemagne débattant encore de sa position. Cette guerre teste l'Europe dans ses relations déjà fragilisées avec Washington d'une manière que peu de capitales européennes avaient anticipée. L'alliance qui a vaincu l'Union soviétique, qui a reconstruit l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, qui a créé l'architecture institutionnelle de l'ordre international d'après-guerre, cette alliance est mise à l'épreuve par une guerre au Moyen-Orient qui a coupé les approvisionnements européens en gaz, détruit la marque de valeur refuge économique du Golfe et produit des dynamiques que Washington ne parvient pas à expliquer clairement à ses alliés. Les analystes surveillent attentivement les signaux indiquant si ce dernier conflit au Moyen-Orient pourrait risquer de faire dérailler l'engagement diplomatique entre Washington et Pékin, et même la visite du président américain à Pékin prévue plus tard ce mois-ci. Le président qui a lancé une guerre que la Chine a officiellement qualifiée de violation grave de la souveraineté internationale, que le ministre des Affaires étrangères chinois a demandé d'arrêter immédiatement, ce même président prévoit de se rendre à Pékin pour discuter de commerce et de Taïwan. La géométrie diplomatique de cette visite désormais inclut une guerre que la Chine a officiellement condamnée à tous les forums multilatéraux disponibles, une fermeture conditionnelle du détroit d'Ormuz qui menace la moitié des approvisionnements chinois en pétrole brut et un arrêt de Qatar Energy qui affecte des contrats chinois de gaz naturel liquéfié valant des centaines de milliards de dollars. La Chine ne sera pas un hôte passif lors de cette visite, elle aura ses exigences propres. Voici ce que la campagne de lobbying discrète des États du Golfe tente de stopper avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Pas la guerre elle-même, car ils ne peuvent non plus l'arrêter, mais la séquence. La guerre crée une crise énergétique. La crise énergétique envoie l'Europe vers la Russie. L'accord gazier Europe-Russie affaiblit le levier d'influence américain sur la politique européenne. Ce levier affaibli signifie un soutien réduit à l'opération, et un soutien réduit signifie une coalition qui s'effrite avant d'avoir atteint un seul des objectifs qui justifiait la décision initiale de lancer cette opération. L'Iran a dépensé $1, l'Alliance en dépense 40, et les téléphones sonnent à Moscou, à Bruxelles et à Paris. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour ne manquer aucune mise à jour sur cette crise.